Salut à tous, aujourd'hui une présentation du jeu Shadow Rift, un deck building qui va nous permettre de protéger et de sauver la ville de New Haven. Donc l'image de la boîte du jeu reflète à peu près le pitch du jeu, à savoir que les personnages vont jouer des héros qui vont organiser la résistance de la ville contre, ici en l'occurrence des dragons, et c'est ce qu'on va voir dans notre explication de jeu. Mais pas que des dragons, il y a différents types de monstres qu'on pourra rencontrer, différentes factions de monstres en fait. Ici, le jeu représente un magicien, un guerrier et puis un garde. On voit également des villageois sur l'image. C'est exactement ce qui va nous permettre de faire le jeu, protéger les villageois, et en faisant évoluer notre deck de jeu, recouvrir le rôle d'un magicien ou d'un guerrier, et nous aider des gardes de la cité. Le plateau de jeu qui s'offre à nous représente la ville de New Haven, et je vais vous présenter les différentes cartes que possède le jeu. Il y en a pas mal. Alors ça paraît gros quand elles sont toutes sur le plateau de jeu, c'est pour ça que j'ai décidé de vous présenter le jeu par le setup, en vous parlant des objectifs du jeu, des composants, donc en décrivant les cartes, et au fur et à mesure je les mettrai sur le plateau de jeu pour vous faire voir que c'est finalement relativement simple. Petit rappel, un deck building c'est quoi? Donc un deck building durant la partie, ici il n'y a pas de construction de deck en amont de la partie. Chaque joueur a une main de carte de départ, donc qui sera la même pour tous les joueurs. Et au fur et à mesure de la partie, les cartes de départ vont nous permettre d'acheter d'autres cartes qui sont sur le plateau de jeu, qui vont venir grossir ce deck de cartes, et donc en grossissant le deck de cartes, le tas de cartes, va nous permettre de faire beaucoup plus de choses dans le jeu. Voilà le petit rappel sur le deck building. Et là, le deck grossit pendant le jeu et pas avant. Alors, la ville de New Haven, qu'est-ce qu'elle comporte? Elle va comporter 3 zones distinctes. Enfin, 3 zones que j'ai décidé de séparer. La zone du bas qui va contenir les habitants de la cité, les villageois, qu'on verra sous le terme villager sur les cartes. Le jeu étant en VO uniquement. En haut, on aura la zone de monstres, d'attaque des monstres. Donc, les monstres partiront d'ici avec un deck de cartes de monstres, et terminons leur course ici, dans la zone de pouvoir des monstres. La zone de pouvoir des monstres arrive sur une zone de niveau de pouvoir qui va grossir au fur et à mesure du jeu, qui va se réguler selon l'arrivée des monstres. On a ici un résumé des tours de jeu, qu'on verra à la fin de l'explication, ou pendant l'explication. Et la partie centrale va être composée des différentes cartes utiles dans le jeu, à savoir des cartes qu'on pourra acheter et des cartes qui sont nécessaires au fonctionnement du jeu. On va commencer par les habitants de la ville, les villageois. Alors les villageois, on va avoir deux types de villageois, enfin, on a un paquet de départ de villageois, il y a 10 villageois, enfin 10 cartes qui représentent des villageois, enfin, évidemment il n'y en a pas que 10 dans le patelin. Comment se compose une carte de villageois? Alors je vais en prendre une. Alors, on a ici le nom, enfin le métier plutôt du villageois. C'est dommage, ils n'ont pas de nom, mais on a le métier. Donc là, une marchande, visiblement. Un petit symbole ici qui indique le type de villageois. On reviendra dessus, on verra à quel moment c'est utile dans le jeu. Pour tous les villageois, ils ont un texte d'aide. Ça veut dire qu'ils vont venir nous apporter de l'aide pour combattre en fait la menace. Donc l'aide viendra à partir du moment où on utilise un villageois. On pourra utiliser le texte qui est ici. Le coup qui se trouve en bas à droite, c'est un coup en pièces d'or. Il n'est pas utile quand le villageois est dans la ville.
donc dans la partie inférieure du plateau. Donc on a par exemple la marchande ici, l'enfant, les gardes. Donc les gardes, ils ont un intérêt, ils n'ont pas de texte d'aide, mais ils ont un texte de réaction. Donc ils réagissent à un événement qui arrive en jeu. En l'occurrence, si jamais un villageois se fait attaquer, finalement, le garde se sacrifie pour lui. Ici, le maire qui nous apporte une aide, et ainsi de suite. Donc on a 10 villageois qui sont donc placés. On les a mélangés. Ils arrivent dans le deck de ville qui se trouve en bas à gauche du plateau. Pendant la partie, les villageois seront positionnés sur les cases qui sont juste derrière. Il y a 5 zones pour les villageois. Et ensuite, il y a une zone de défausse. À chaque tour de jeu, en fait, on va placer 5 villageois. À la fin du tour de jeu, les 5 villageois, ou du moins ceux qui restent, toutes les cartes qui seront présentes dans cette zone-là, iront dans la zone de défausse de la ville. Et au tour suivant, on remettra, enfin, une fois qu'on aura fait ça, on remettra des villageois sur les 5 nouvelles zones. Donc les villageois, enfin la ville de New Haven, a des visiteurs. Les visiteurs sont représentés par un deck de visiteurs qui ressemble énormément dans les cartes aux cartes de villageois. Donc ici on a quelqu'un qui creuse des tombes, qui peut être assez utile. Donc c'est pareil, il a un symbole en haut à droite, comme les villageois, il a le nom villager en bas, donc c'est une carte de type villageois, il a un coup d'achat, et il a un texte d'aide. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait ce sont des villageois, sauf qu'ils ne sont pas directement dans la ville de New Haven au tout début du jeu. Ils arrivent, ils visitent la ville, et on les retrouve donc mélangés ici, dans cette zone-là. Quand ils seront mis en place, après en fait la mise en place des villageois, ils seront placés, on aura à chaque tour 2 visiteurs qui seront disponibles ici. Si jamais on ne fait rien, si on ne récupère pas ces cartes-là, ils seront remis en dessous du tas de voyageurs, et de nouveaux voyageurs viendront remplacer ces 2 emplacements-là. Si on désire récupérer un de ces voyageurs, pour qu'il reste dans notre ville, on paye le coût indiqué en bas de la carte. Donc par exemple ici, il y a un coût en pièces d'or et en prouesse, je vais revenir sur les ressources du jeu. Et à ce moment-là, la carte voyageur, qui est un villageois, va venir dans la défausse du deck du village. Ce qui fait que quand le deck de village de la ville sera vide et qu'on reprendra la défausse pour refaire un nouveau deck, et ben ces cartes récupérées et achetées viendront, et donc ce voyageur-là deviendra un habitant de la ville à part entière. Parmi les voyageurs, il n'y a pas que des bonnes personnes. On trouve des brebis galeuses. Donc les brebis galeuses, c'est très simple. On a un exemple. On remarque qu'il n'y a pas de coût d'achat en bas à droite de la carte. Il n'y a pas de texte d'aide, parce qu'ils ne viennent pas en aide. Ils ont plutôt un effet négatif quand ils sont en jeu dans la ville, parce qu'il faut qu'ils soient en ville pour avoir cet effet négatif. Comment ça se passe ? Quand je révèle une telle carte dans ma zone de visite, donc ici, sur les 2 zones, plutôt que de laisser la carte ici, le voyageur avec de mauvaises pensées va directement dans la zone de défausse de ma ville. Donc lui aussi, il fera partie des habitants de la ville, au même titre que les cartes qu'on aura achetées. Sauf qu'il aura un effet négatif. Mais lui, par contre, il vient directement. On n'attend pas la fin du tour, il vient directement dans le tas de défausse. Donc on verra, selon les voyageurs, ils auront un effet plus ou moins intéressant, ou pas, enfin, néfaste ou pas. Pour information, on a 10 cartes de villageois, d'habitants, et 14 cartes de voyageurs. Mais pendant la partie, les villageois ont des chances, vont se faire tuer. Quand un villageois se fait tuer, on remplace la zone dans laquelle il se trouve. Donc par exemple, si j'ai un villageois ici
Donc normalement les cases sont remplies. Si le voilà, c'est un garde. Mais bon, si le garde se fait tuer, sa carte ne disparaît pas du jeu, elle est mise sous la pile de voyageurs. Donc en fait, ce garde-là, ça va devenir un voyageur, donc un futur garde potentiellement, qu'on pourra recruter s'il se trouve dans la zone visiteur, avec le coût indiqué sur la carte, qui est un coût de 1 pièce d'or. Donc pas trop cher pour ce garde-là. Et à ce moment-là, comme on fait avec les voyageurs, il viendra dans la défausse de la cité, et il repartira dans le deck, si j'ai besoin de mélanger et de refaire un deck de cité. À la place du villageois qui est mort, on met un corps, un cadavre, voilà, qui lui ne sert à rien, il n'est d'aucune utilité, il prend un emplacement de village. Il sera placé ici, et celui-là, en cas de décès, serait placé dans les voyageurs. Si jamais au cours du jeu, après la phase d'attaque des monstres, il n'y avait aucun villageois donc présent sur les cases, on perd la partie. Donc s'il n'y a que des corps, par exemple, on perd la partie, parce que les corps ont une indication corps ici, hop, et pas villageois, donc ils ne comptent pas comme villageois. Les voyageurs de type assassin et autres, avec le petit couteau, ne comptent pas comme des villageois non plus pour le contrôle. Donc si on se retrouve qu'avec ce type de carte, on perd la partie. C'est une des possibilités pour perdre la partie. Je vais remettre ce garde ici, et le corps ici. Donc, sur le plateau de jeu, on a le deck de villageois ici, le deck des voyageurs qui se trouve ici, et le tas de cartes pour les corps, donc c'est les mêmes cartes tout le temps, on le place ici. Pour gagner la partie, on a deux possibilités. Soit on construit 8 murs qui seront en fait les forteresses, les protections, la fortification de la cité. Donc les murs sont sous forme de cartes aussi que l'on peut acheter, enfin construire, dès que je les retrouverai. Hop, ici. Donc les murs, ils se présentent sous cette forme-là. C'est pas la peine de mettre le truc. Hop. Donc, un coût de construction du mur, qui se trouve ici, un effet du mur, et puis l'indication comme quoi c'est un mur. Donc on a différents murs, on peut choisir celui qu'on construit. Donc ici, c'est un mur de pierre, le stone wall, c'est un de roche, une barrière magique, donc qui elle nécessite une ressource supplémentaire qui est de type magie. Donc ici justement sur la carte, j'en profite pour voir cette carte-là pour indiquer, il y a 3 ressources dans le jeu. Hop. La magie, qui est ce petit icône-là de magie, l'or, donc les pièces sonnantes et trébuchantes, et la prouesse. Donc la prouesse, on a des ressources directement dans notre deck de départ, on en a au début du jeu. Et d'ailleurs, il n'y a quasiment que là qu'on en a. L'or, on va pouvoir le récupérer en jeu, et la magie aussi. Donc en achetant des cartes, et en activant leurs effets. Donc ça, c'est une barrière magique. On a celui-là, le Tanglewood Rampart. Donc lui, c'est un 9e mur qui n'est pas obligatoire. Donc si on construit les 8 autres murs, on gagne la partie, puisqu'on a fortifié New Haven. Mais on peut très bien aussi construire celui-là pour se renforcer. Donc le fonctionnement des murs, c'est quoi ? C'est que quand on construit un mur, il va dans la défausse de la ville, et il vient en fait remplir également les zones de la ville quand il est dans le deck de ville. Tous les murs à construire sont ici, on peut les consulter pour les choisir afin de savoir celui lequel on veut construire. La deuxième possibilité pour gagner le jeu, c'est de sceller ce qu'on appelle les Shadow Rift. Donc les Shadow Rift, ce sont des cartes comme ça. C'est les mêmes quelle que soit la partie, dans toutes les parties il y en a. Les murs c'est pareil. Donc le Shadow Rift, voilà ce que c'est. C'est une carte avec marqué Shadow Rift dessus. Dans le jeu, pour chaque partie, en fait, on a autant de Shadow Rift que de joueurs. Donc ici, si je crée une partie à 2 joueurs, j'aurai à mélanger 2 Shadow Rift. Les cartes Shadow Rift vont être placées dans le deck de monstres. Donc si je veux gagner la partie, je peux, si j'arrive à sceller les 2 Shadow Rift, je gagne la partie. Comment est-ce qu'on scelle un Shadow Rift ? Alors,
il y a deux choses. Il faut déjà que le Shadow Rift soit en jeu. Donc quand il est en jeu, en fait, c'est qu'il sort du deck de monstres. Il a un coût de 0, donc il arrivera directement dans la zone de pouvoir des monstres qui se trouve ici. À partir du moment où j'ai un Shadow Rift ici, je peux le sceller et le faire sortir du jeu. Le seul moyen qui existe pour sceller un Shadow Rift, c'est un sceau magique, qui est un sort de magie en fait, dont les cartes sont disponibles en permanence depuis le début du jeu. Donc voilà, c'est cette carte-là qui doit nous permettre de sceller un Shadow Rift. Donc il faudra l'acheter, avec un coût de 4 prouesses, la récupérer à son tour de jeu, et pour l'activer et pour fermer un Shadow Rift, il faut utiliser cette carte avec une ressource de type magie, qui est indiquée ici. Les ressources de type magie, on les obtient sur des cartes du type Seal, par exemple. Cette carte-là, elle peut me servir soit pour faire le texte qui est ici, donc notamment sceller un Shadow Rift, ou comme ressource de type magie avec ce petit point-là. Donc cette carte-là a deux utilisations possibles, soit en ressource, et je vois que ça, que la magie, soit en utilisant le texte. Donc là, par exemple, si j'avais une deuxième carte de type Seal, je pourrais en utiliser une pour dire je fais l'effet. Donc cette partie d'effet, il sera présent tout le temps quand on jouera la carte. Mais en plus, je peux booster la carte avec cette ressource-là, qui fait qu'on activera le Seal d'un Shadow Rift. Donc les cartes Shadow Rift, de Seal Shadow Rift, les sceaux magiques, ils sont présents et disponibles pour acquisition tout le temps en permanence, et on place les cartes ici. Et donc, on a vu les villageois, la façon de gagner le jeu. Il va falloir gagner le jeu, mais il va falloir résister à l'attaque des monstres. Donc dans le jeu, on a différents decks préconstruits en fait de monstres et de factions de monstres en fait. Donc ici, j'ai pris comme exemple les dragons. Donc les dragons, on arrive avec un deck de 20 cartes, de type dragon. Donc comment ça se présente un ennemi ? Ça se présente comme ça. Donc on a le nom du dragon en question. Donc ici il est marqué dragon, c'est le deck de dragon. On a son nombre de points de vie, indiqué ici. Ici, c'est le nombre de points de pouvoir que doit posséder la zone de pouvoir pour faire apparaître le monstre, pour que le monstre rentre en jeu. Donc je réexpliquerai la façon dont il rentre en jeu au moment du tour de jeu. Et à droite de la carte, il y a le nombre de points de pouvoir que le monstre permet de générer s'il traverse la zone entière des monstres. Alors, on va regarder ici, hop. Donc ici, les monstres, le deck de monstres est ici, la zone de départ des monstres est ici, donc le monstre peut rentrer dans cette zone de départ si, de ce côté-là, il y a assez de points pour le faire venir. S'il y a assez de points, on diminue le compteur ici de pouvoir du nombre de points qu'a besoin le monstre, et on place le monstre qui se trouvait sur le dessus du deck dans la zone de départ. À chaque tour de jeu, le monstre va avancer d'une zone. Si jamais il arrive dans la zone de pouvoir, on retire toutes les blessures qu'il aurait pu avoir sur lui, il n'est pas mort, et son nombre de points de pouvoir vient augmenter en fait la quantité de pouvoir qu'il va apporter à chaque tour. Donc moins on tuera de monstres et plus il y en aura dans la zone de pouvoir, plus nombreux seront les monstres qui pourront arriver en jeu. En même temps, sur la carte, on voit qu'il y a 3 étapes, 1, 2 et 3. Ces 3 étapes correspondent aux 3 zones après la zone de départ. Donc vous voyez en haut, la zone de départ, Monster Start. Je ne sais pas si on la voit bien sur la vidéo. Après, on a Monster 1, 2 et 3, qui correspondent du coup aux 3 étapes du monstre. Donc quand le monstre se déplacera sur la zone Monster 1, il fera son effet numéro 1. Quand il se déplacera sur la zone numéro 2, il fera son effet numéro 2. Sur la zone numéro 3, son effet numéro 3. Et enfin, quand il partira dans l'ère de pouvoir des monstres, il ne déclenchera pas d'effet, mais il apportera un bonus de points de pouvoir qui risquera de générer d'autres monstres.
Les Shadow Rift, donc les Shadow Rift vont être mélangés dans le deck de monstres. Donc on a 2 Shadow Rift parce que je fais une configuration à 2 joueurs. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on sépare le tas de monstres en deux. Et on mélange un Shadow Rift dans chaque deck. Et on met après les decks l'un sur l'autre dans cette partie-là. Donc les monstres apparaîtront là-bas. On va retourner directement la première carte monstre, puisqu'à chaque fois il faudra contrôler, vérifier qu'un monstre peut apparaître ou pas. Donc ça, on verra ça au moment du tour de jeu. Voilà, j'ai placé le deuxième paquet ici. Donc chaque paquet a une carte Shadow Rift. Ça veut dire qu'on pourra sceller les deux, il faut quand même avancer à avoir vu passer pas mal de monstres. Hop. Et voilà. Sachant que, non, après je reviendrai pour les points de pouvoir, comment ça se déroule. Donc on a vu les monstres là-bas avec le Shadow Rift. Vous voyez qu'on a commencé à remplir un peu les zones. Concentrons-nous, en plus du deck de monstres, parfois, donc c'est pas tout le temps le cas, hein, mais c'est le cas pour les dragons. Les dragons, ils ont des cartes spéciales qui accompagnent leur deck. Et ici, c'est la brûlure. Donc on voit un bonhomme brûlé. Donc ces cartes de brûlure, on va les récupérer par des effets des cartes dragons. Donc de temps en temps, selon les dragons qu'on va combattre, parce que c'est pas tous les mêmes, selon le type d'attaque qu'on fera, selon différents critères, les joueurs récupéreront dans leur deck des cartes de type brûlure, enfin brûlé. Donc quand on les récupère, il ne se passe pas rien de spécial, on met ça dans la défausse des joueurs. Par contre, quand un joueur pioche une carte brûlure, eh bien, on va voir que il va récupérer aussi une carte blessure. Ça veut dire que ces brûlures-là, elles vont augmenter le nombre de blessures qu'on va récupérer en jeu. Alors les cartes blessures, elles sont dans toutes les parties, alors que les cartes la brûlure, elles sont liées au deck de dragon. Les cartes blessures, on les a ici, je les mets juste à côté. Donc elles viennent aussi dans la défausse des joueurs, et donc elles vont prendre des emplacements de cartes quand on va piocher des cartes pour jouer. Et donc évidemment, on va pouvoir se débarrasser et des brûlures et des blessures. Sachant que si on se débarrasse des blessures sans se débarrasser des brûlures, il y a un moment, les brûlures elles vont revenir et on va récupérer des blessures. Donc systématiquement sur chaque carte, on a le moyen de s'en débarrasser. Ici, il faut dépenser 2 prouesses pour se débarrasser de la blessure, donc la remettre sur le deck de blessure et la sortir de son jeu, et payer 1 pièce d'or pour enlever une brûlure. Donc on va se faire soigner chez le rebouteux du coin pour ces brûlures. Les 2 decks en question ont 2 emplacements sur le plateau. Donc les cartes spéciales qui sont liées au deck de monstres, ici c'est des brûlures, mais ça pourrait être autre chose pour une autre faction, on place ici Monster Special, donc en dessous de la zone de pouvoir. Pour les blessures, on a une zone spéciale pour les blessures qui se trouve ici. Et enfin, notre dernière partie, on va se consacrer aux joueurs. Alors, petite chose en plus, systématiquement pour chaque partie, on a ici les pièces d'or. C'est un des moyens qu'on a de récupérer les pièces d'or, c'est de les acheter contre 2 prouesses. On dépense 2 prouesses, on récupère une petite pièce d'or. Il y a des effets qui peuvent augmenter, qui peuvent faire changer ce coût pendant le jeu. Notamment un dragon qui, tant qu'il est en jeu, vous allez voir que les dragons, en plus des 3 étapes, ils ont parfois des effets permanents tant qu'ils sont dans l'aire de jeu, ici en haut. Donc tant qu'ils ne sont pas arrivés dans la zone de pouvoir. Et ce seront des effets à prendre en compte systématiquement pendant la partie, tant qu'ils sont, eux, en place. Et par exemple, il y a un des dragons qui a un effet qui fait qu'une pièce coûte 3 prouesses au lieu de 2. Il y a d'autres effets du style, le premier joueur qui attaque se prend une brûlure. Donc on verra ça pendant les premiers tours de jeu. Donc nos personnages, ils vont venir avec les premières cartes qu'on a. Ce sont celles-là. Voilà, les 3 types de cartes qu'on va avoir au départ. On a 10 cartes au début du jeu. J'essaie de zoomer dessus, je vais placer ça un petit peu. Alors, on a ces 3 cartes-là. Donc les cartes de type prouesse, c'est une ressource. Donc ici, le petit symbole d'épée, ça veut dire que c'est une ressource de départ.
Donc une prouesse de 1 va pouvoir nous servir à payer une valeur d'une prouesse. L'exploration, donc on a une carte exploration pour chaque joueur. Ça va nous permettre deux choses, et c'est un point important du jeu. Ça va nous permettre de regarder la carte du dessus du deck de voyageurs, et donc éventuellement de repousser au fond du deck un voyageur de type Kutla qui nous embêterait dans la partie. Ou finalement un autre voyageur lambda, mais qui nous intéresse moins sur le moment. Donc ça permet de cycler le deck de voyageurs. Donc quand je joue cette carte-là, je fais toujours l'effet qui est ici, qui n'a pas de condition. Si en plus je paye une pièce d'or, eh ben je peux prendre la carte du dessus du deck des monstres et la mettre en dessous. Et ça c'est très intéressant. Ça permet d'éviter un gros dragon au moment où on n'est pas super en forme, ou au moment où on veut faire autre chose que de se défendre ou d'attaquer le dragon. Mais ça permet surtout de cycler, de faire tourner le deck de monstres, et donc de faire monter les Shadow Rift à la surface, et donc de pouvoir les sceller plus facilement et plus rapidement. Donc c'est une carte très importante. Il y a également parmi les voyageurs une exploratrice qui permet de faire la même chose. Et enfin une carte d'attaque, je vais dire presque classique, donc marquer le titre de la carte, c'est une carte de démarrage et une petite CP. Donc l'effet c'est un dégât de mêlée, de type mêlée, et contre 2 prouesses, je peux transformer cette attaque, qui est donc de type mêlée, en attaque à distance. Alors pourquoi c'est important ? Dans le jeu, on a deux types d'attaques, les attaques de mêlée et les attaques à distance. Quand on fait une attaque de type mêlée dans une bataille en fait c'est plusieurs cartes d'attaque, de type attaque, donc le type attaque il est marqué en bas, ici la carte. Quand on met plusieurs cartes d'attaque contre un monstre, c'est une bataille. Si dans les cartes que l'on joue pour la bataille, il y a au moins une carte de type mêlée, et qui est jouée comme une attaque de mêlée, on se prend pour la bataille une carte de blessure dans notre défausse. Donc on prend systématiquement une blessure si on a été au moins une fois au contact. Si par contre on a fait que des attaques à distance, on ne prend pas de blessure. Donc cette carte-là nous permet de faire une attaque de type mêlée, et donc ça veut dire qu'on se prendrait, si je joue que celle-là, je fais une blessure au monstre, mais je prends une carte wound chez moi. Par contre, si je paye 2 prouesses, c'est une attaque à distance, donc je donne une blessure au monstre, et moi je ne prends pas de blessure. Donc c'est un point assez important dans le jeu. Il y a différentes cartes qui existent et qui vont permettre de faire des combos entre elles et d'alterner les possibilités. Donc ça c'est pour les cartes de départ de chacun de nos joueurs. Donc chaque joueur a un deck de départ de 10 cartes avec 7 prouesses, 2 attaques et une carte d'exploration. Donc à chaque tour de jeu, en fait, on va prendre 5 cartes parmi ce deck de départ, enfin parmi notre deck, pour les jouer. Évidemment, comme dans beaucoup de deck building, il y a des cartes qui vont nous permettre de piocher d'autres cartes, des cartes supplémentaires, et ainsi de suite. Alors, donc on a vu que les joueurs pouvaient récupérer des wounds, également des brûlures à cause du deck de monstres qu'on a en face en ce moment. Mais comment est-ce qu'on améliore notre deck pendant la partie ? Donc on peut acheter différentes cartes avec différentes ressources. Les cartes qu'on peut acheter qui seront là systématiquement. On a les cartes de type... alors celles-là on ne peut pas les acheter d'ailleurs. Je vais revenir après. Donc on a les cartes de type attaque de base. Donc c'est la même chose que notre attaque qu'on a dans notre deck de départ, une attaque de mêlée qu'on peut modifier en attaque à distance, qui coûte 3 prouesses. Donc la carte de base elle coûte 3 en prouesses. On la place ici. On a des cartes de type Might, qui ont un fonctionnement intéressant. Elles coûtent 2 prouesses, donc elles ne sont pas trop chères. Quand on les pioche de notre deck, on pioche une carte supplémentaire avec. Donc c'est assez intéressant, ça nous permet d'avoir plus de cartes à jouer pendant notre tour. Par contre, à la différence des autres cartes, quand on joue une telle carte, elle ne revient pas dans notre défausse, mais elle revient sur le deck des cartes Might qui se trouvent ici, où on peut les acheter. Donc c'est des cartes one-shot, à une seule utilisation, mais qui nous permettent temporairement de gonfler notre main de jeu pendant notre tour. Alors pendant le tour des joueurs, on va dire. Parce qu'il y a aussi une particularité sur le tour des joueurs. Enfin, on a un autre type de carte qu'on ne peut pas acheter, mais qu'on peut gagner. Ce sont les cartes héroïsme. Et vous voyez que dessus, on a les 3 ressources. L'or, la prouesse et la magie. Donc cette carte, elle est valable, elle peut être jouée comme une pièce, ou comme une prouesse, ou comme une magie.
Et elles ont le même effet que les cartes Might, sauf que celles-là, elles restent dans notre deck une fois qu'on les a gagnées. C'est-à-dire que quand on les pioche de notre deck, on pioche une carte en plus. Elles sont situées ici, et dessus, je place un petit marqueur héroïsme. Donc les cartes héroïsme, comment on les remporte? C'est très simple. On a vu que les cartes de dragon et de monstres ont des valeurs de pouvoir ici, un petit point de pouvoir qui vont augmenter leur pouvoir, le pouvoir des monstres. Et bien quand on tue un monstre de ce type-là, celui-là par exemple, on gagne une carte d'héroïsme. Si jamais il y a des monstres qui ont celui-là, 3 points de pouvoir, on gagne 3 cartes d'héroïsme. Les cartes d'héroïsme sont distribuées de façon équitable entre les joueurs. Ça veut dire que si je gagne une carte, c'est le joueur qui a fait l'attaque. C'est le joueur à qui doit revenir la prochaine carte héroïsme qui la récupère. À savoir que la première fois qu'on remporte un point d'héroïsme, admettons que ce soit le joueur, que ce soit ma gauche qui a gagné la carte, qui a gagné le combat, il va récupérer la carte d'héroïsme dans sa défausse, et ça reviendra dans son deck après. Le marqueur va à l'autre joueur. Donc ça veut dire que la prochaine carte héroïsme qui sera gagnée sera pour l'autre joueur, et ainsi de suite. Si jamais on gagne 3 cartes d'héroïsme par exemple, donc je mets une carte ici, une carte ici, une carte ici, le marqueur ira de l'autre côté, et pendant la partie, une fois que le deck d'héroïsme sera vide, les deux joueurs auront ici le même nombre de cartes. Donc en fait, on a un nombre de cartes dans le paquet qui est de 5 cartes héroïsme par joueur, et de toute façon, on aura forcément une répartition équitable des cartes d'héroïsme. J'espère que ça a été clair, sinon on le reverra pendant le jeu. Et enfin, il reste des cartes que les héros vont pouvoir acheter pour augmenter significativement leur deck. Donc ce sont un peu ce qu'on retrouve dans tous les deck building, les cartes de marché, comme dans Aeon's End pour ceux qui connaissent, ou comme dans Thunderstone aussi, on avait des cartes dans le village qu'on pouvait acheter. Donc ici c'est pareil, on va avoir une zone là du village qui va être remplie de cartes qu'on va pouvoir acheter contre des ressources. Les cartes qu'on peut acheter, elles ont différents types. C'est pas les cartes toutes bêtes et qu'on achète. On va avoir des cartes de type... les plus simples, ce sont les types attaque par exemple. Donc ici, j'ai différents types d'attaque. J'ai 3 types dans ma partie là. J'ai pris le set de départ de la règle de jeu. Hop. Donc celles-là, elles vont ressembler... Alors, je vais le décaler un petit peu. Elles vont ressembler aux cartes qu'on a, donc on a la carte d'attaque qu'on a déjà dans notre deck, à savoir qu'on a des effets de base, on a peut-être des règles supplémentaires, et un coup d'achat de 4 prouesses par contre. Je reviens sur un point que j'ai pas donné tout à l'heure, qui existait sur les cartes de type Seal, sur les sceaux, pour fermer les Shadow Rift. Ce petit symbole ici, ça indique que c'est une carte héroïque. De base dans la règle, on ne peut jouer qu'une seule carte héroïque par tour. Donc ça veut dire que si j'ai déjà joué une carte avec ce symbole-là, je ne peux pas en jouer une deuxième avec ce symbole-là, même si ça fait autre chose. Il va falloir trouver des combinaisons de cartes ou des villageois potentiellement qui pourront nous aider, comme le maire nous permet de le faire. Je ne sais pas si je vois le maire. Monsieur le maire qui est ici, qui nous permet, c'est marqué dessus, de jouer une carte de type héroïque supplémentaire dans ce round. Donc ça veut dire que je peux utiliser le maire pour jouer une deuxième carte de ce type-là. Donc 3 types de cartes attaque là dans cette partie-là. La partie, on peut la rendre... Ces cartes-là, les 8 cartes que je vais placer, il y a 8 cartes qu'on peut acheter en plus des autres cartes qui sont là tout le temps. Ces 8 cartes-là, elles peuvent être modifiées. On peut changer les types de deck, on peut le tirer au hasard. Il y a dans la boîte de base et dans les extensions différentes cartes. On a différents types de cartes qu'on peut placer, qui ont différents coups, différents effets. Là, je prends celle de la... ce qu'ils appellent des scénarios dans le jeu, ils appellent ça des scénarios, c'est des setups en fait du jeu. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? Donc ça, c'était les cartes de type attaque, qui nous permettront donc de faire des attaques et donc de faire des batailles. Je rappelle, si j'utilise
Donc ici, c'est que des attaques héroïques, donc ça veut dire de les mettre toutes les 3 en même temps. Mais ça se pourrait. On a des cartes de type skill. Donc les cartes de type compétence. Donc la carte de type compétence, je l'ai ici. Elle a un coût d'achat, pareil. En plus, celle-là, c'est un sort et elle peut servir de ressource. Donc soit j'utilise le texte de la carte, soit j'utilise la carte comme une ressource de type magie. Et en plus, les cartes de type skill, une fois qu'on les a jouées, on n'est pas obligé de les défausser. On peut payer une prouesse pour les garder en jeu. Ça veut dire qu'au tour suivant, si j'ai payé une prouesse pour la conserver en jeu, et donc de ne pas la mettre dans ma défausse comme on fait avec toutes les autres cartes, même celles qu'on n'a pas jouées, et bien celle-là elle restera en jeu et elle sera disponible. Ça veut dire que potentiellement, si j'ai pas de cartes à piocher en plus, je vais avoir mes 5 cartes que j'ai piochées pour mon tour de jeu, plus celle-là qui est déjà en jeu. Donc ça c'est pour les cartes de type compétence, elles ont cette particularité-là de pouvoir être payées contre de la prouesse pour rester en jeu. Et autant de fois que je veux, tant que je peux payer avec de la prouesse. Skill, j'ai celle-là aussi. On a des cartes de type action. Donc action, voilà une carte de type action. Donc un coup. Celle-là, c'est un sort, j'ai un sort de type héroïque, et je peux l'utiliser comme ressource. Et puis ici, il y a un texte qu'on peut utiliser. Donc ici, c'est de soigner une affliction de n'importe quelle carte de défausse. Donc les afflictions, c'est les blessures et les brûlures, par exemple. Donc on peut retirer une blessure et une brûlure de n'importe quel tas de défausse d'un joueur. Mais en plus, je veux booster avec un point de magie, donc pas avec cette carte-là, parce que celle-là, je l'utilise pour le texte, mais avec une autre carte qui aurait ce petit icône de ressources, pour faire l'effet qui se trouve ici, qui est de dire un autre héros de votre choix pioche 2 cartes, et nous, on peut jouer une carte héroïque supplémentaire. Donc voilà un effet, et c'est une carte de type action. Et enfin, on a des cartes de type loot, qui sont ici. Donc un coup d'achat, donc vous allez voir que les types loot sont souvent avec des pièces d'or. Un effet, et les cartes de type loot, ce sont des cartes comme de l'équipement en fait, vous voyez qu'il est marqué en dessous que ça reste en jeu, même pendant qu'on doit tout défausser. Donc ces cartes de type loot restent en jeu une fois qu'elles ont été jouées. Il y a certaines cartes de type loot, je vais vous en faire voir une, qui restent en jeu aussi, mais qui ont un effet supplémentaire quand on les défausse. Donc quand on les défausse comme les autres cartes. Donc celle-là par exemple nous permet, si jamais je défausse la carte, je vais la garder en jeu alors que c'est une carte de type loot, d'avoir un +2 à l'attaque. Donc c'est une possibilité supplémentaire. Donc voilà pour les 8 cartes que j'ai ici, je reviendrai dans le détail quand on fera la partie. Et donc, mine de rien, on a mis en place le plateau de jeu. Donc vous voyez que si j'avais mis le plateau de jeu directement comme ça, et encore on n'a pas mis les cartes visiteurs ni les villageois, ça aurait fait un plateau de jeu assez chargé. Là j'ai préféré le décomposer pour vous faire voir comment finalement il n'y a pas tant... Il y a beaucoup de cartes, mais quand on les connaît, ça paraît très simple et puis plutôt facile à gérer. On va passer au tour de jeu. Donc le tour de jeu, comment il se déroule ? Il est indiqué en haut du plateau, ça c'est un truc qui est très bien, on n'a pas besoin de prendre référence sur la règle. Il est indiqué en haut. Donc la première chose qu'on fait pendant un tour de jeu, c'est de piocher les cartes. Alors ça veut dire que quand on commence le jeu, on n'a pas de carte en main, on a un deck de cartes de 10 cartes. Pour jouer en solo en représentant 2 personnages, j'ai des petits supports comme ça. Et donc on pioche des cartes pour chacun des joueurs. Donc on pioche 5 cartes. Hop. Donc j'ai un joueur qui aura cette main-là. Donc on a forcément, comme dans les decks building, on a un deck qui représente ce qu'on peut piocher, et une défausse qui sera placée à côté pour les cartes que l'on va acheter et les cartes qu'on aura utilisées. Je mélange pour l'autre joueur. Et je tire 5 cartes. Je vais placer l'autre joueur ici. Oh, je vais le mettre de l'autre côté. Sinon je vais mélanger les pinceaux. Donc.
Et voilà le deck de l'autre joueur. Une fois qu'on a fait la phase de pioche, donc ici on a mis la main des joueurs, ce qu'ils pourront utiliser. On passe à la phase de Refresh Town, du rafraîchissement de la ville. Donc en quoi ça consiste? Toutes les cartes qui sont présentes dans la ville, qui seraient donc ici, on les défausse dans la zone de défausse de la ville, et on place 5 nouvelles cartes de notre deck ici. Si jamais j'ai pas assez de cartes ici, je place ce que je peux, je prends la défausse, je la mélange, et je continue à remplir. Et ensuite, le reste des cartes devient le deck. Donc ici, on commence la partie, on a 10 cartes villageois, donc il n'y a pas de souci pour les avoir. L'ordre n'a pas d'importance. Il n'a aucune importance dans le jeu. Donc, puisque j'ai mis les villageois, je vais en profiter pour parler d'une petite chose. Les symboles, les fameux symboles qu'on a en haut à droite des villageois. Ben en fait, c'est des symboles qu'on va trouver sur les attaques des monstres. Donc sur les 3 étapes des monstres, parfois il y a remarqué kill et un petit symbole à côté qui représente tuer tel type de villageois. Donc ça va cibler ça va désigner la cible du monstre. Si jamais il y a un garde, le garde se sacrifie pour le villageois, donc c'est le garde qui va mourir, donc on remplacera sa zone par un corps, et le villageois ira dans la zone des voyageurs. Ici on pourra le racheter plus tard. Sinon, le villageois qui est ciblé périra. Si jamais on n'a pas de villageois du bon type dans la ligne ici, le dragon part en chasse. Donc le dragon, quand il part en chasse, en fait on pioche les cartes du deck de village jusqu'à trouver une cible possible. Donc soit un mur à casser s'il y a des murs dans mon deck ici, et si jamais le dragon est de niveau 3 ou plus, je crois. Soit si ça tombe sur un villageois mais qui n'est pas du bon symbole, ce sera le villageois. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le villageois est retourné dans le deck des voyageurs, et on met un corps dans la zone de défausse de la ville, ce qui représente la même chose que s'il avait été ici. Donc voilà, c'est à ça que servent les symboles en fait des villageois. Comme ça, vous êtes au courant. Donc ça, on vient de faire le Refresh Town. Ça c'est fait. Ensuite, la troisième phase, c'est Refresh Travelers. Donc Refresh Travelers, c'est quoi? C'est qu'on retire les 2 zones, les cartes qui seraient encore ici, qu'on n'aurait pas achetées, et on va les placer sous le deck de voyage. Et on en tire 2 nouvelles qu'on place ici. Puisqu'ici, j'ai un voyageur qui est de type méchant, on va dire, avec un coutelas, et bien il arrive directement dans ma zone de défausse de la ville. Donc, on a fait le refresh des voyageurs, donc finalement, puisqu'il y avait ici un traveler de type, en fait, brebis galeuse, on l'a mis directement dans la défausse. Ça veut dire que quand je vais mélanger mon deck de ville, celui-là, il sera dedans. Et je ne remplace pas la zone qui a été laissée. Ça veut dire qu'à ce tour-ci, je ne pourrais recruter qu'un seul des voyageurs. Et qui vaut assez cher, donc je ne suis pas sûr de le recruter non plus. Une fois qu'on a fait la zone de refresh des voyageurs, j'ai un petit souci de caméra là. Hop. Une fois qu'on a fait ce refresh là, on passe à la phase d'action des monstres. Donc les monstres, il n'y en a pas pour l'instant en jeu, donc il n'y a aucune phase d'attaque, il n'y a aucune phase d'action. Si jamais j'avais des monstres en jeu, on commencerait par les monstres qui seraient sur la case numéro 3. Un monstre qui se trouve sur cette zone, Monster 3, il passe dans la zone de pouvoir, et c'est tout. Un monstre qui se trouve sur la zone 2, irait en zone 3 et ferait l'étape 3 de sa carte. Un monstre qui passerait sur la zone 2 fait l'étape 2 de sa carte. Un monstre qui est sur la zone de départ et qui arrive en Monster 1 ferait son étape 1. Ça, ce serait la phase d'action des monstres. Là, il n'y en a pas, donc on n'en fait pas. Monster, en phase d'étape 5, c'est Monster Gains Power. Qu'est-ce qui se passe? On va modifier le gain on va ajouter du pouvoir pour les monstres. Donc comment ça se passe? Parce que là, au départ, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucun monstre qui se trouve ici. Mais à chaque tour, au minimum, le pouvoir va augmenter de 1 point par joueur.
Donc si on a 2 joueurs, on augmente de 2 le pouvoir des monstres. Ici. Je vais mettre un petit point rouge pour mieux le voir. Donc il est sur la zone 2, ça veut dire que là les monstres, ils ont une réserve de pouvoir de points de 2. À quoi sert cette réserve? Eh bien on va le voir juste à l'étape suivante. Si jamais j'avais des monstres placés dans ma réserve de pouvoir, on compterait le nombre de symboles de pouvoir qu'ils ont sur eux, et ça augmenterait d'autant le gain de pouvoir à ce tour-ci. Et à chacun des tours suivants. Donc la phase suivante, c'est ajouter un monstre. Quand c'est ça, quand on veut ajouter un monstre, on regarde ici la valeur. Par contre, j'ai mis mon deck à l'envers. Donc je prends le premier monstre. Donc ici, mon monstre, il a une valeur de... un coût de pouvoir de 7. Ça veut dire qu'il faut que j'ai au moins 7 points de pouvoir dans la réserve des monstres ici, pour le faire entrer sur la zone de départ des monstres qui se trouvent ici. Puisqu'ici, j'en ai pas assez, hein, j'ai que 2 points de pouvoir, bah, ce monstre-là, il n'arrive pas encore en jeu, et il reste sur son deck de monstres. Donc ça paraît plutôt simple, ça veut dire que là, il n'apparaît pas, il a 7, on a le temps. Si on augmente que de 2, ça veut dire qu'il arrivera que dans 3 tours. Et on aura le temps de gérer plein de choses, mais vous allez voir que quand ils vont commencer à arriver, sachant que celui-là, il est assez dur, il faut trouver un moyen de synchroniser en fait le moment où on va arriver pas loin du moment où il va arriver en jeu, pour essayer de le remettre en dessous le paquet. Ou sinon, s'apprêter à l'affronter. Sachant que de toute façon, le pouvoir il va pas décroître si je ne fais pas rentrer de monstre. Donc de toute façon, si je pioche une autre carte, potentiellement elle rentrera. Si jamais, quand je fais rentrer un monstre, il me reste encore des points de pouvoir, et que le monstre suivant, il a assez de points de pouvoir pour qu'il rentre, il rentrera aussi, et donc il y aura 2 monstres dans la zone de départ. Et ils bougeront ensemble. Donc voilà pour le tour des monstres, et le gain de pouvoir, et l'ajout de monstres. Et enfin, 7ème étape, à nous de jouer. Donc après ces 6 étapes, les héros peuvent jouer. Donc c'est à ce moment-là qu'on va utiliser nos cartes dans chacun de nos decks, pour acheter des cartes ici, pour éventuellement attaquer des monstres qui seraient ici, pour éventuellement acheter un sceau, pour éventuellement fermer un Shadow Rift s'il était présent, pour acheter un mur, essayer d'en avoir 8 en tout. À partir du moment où on a acheté le 8ème mur, on gagne la partie. C'est-à-dire qu'en fait, il ne doit rester plus qu'une seule carte. Il doit rester plus au plus court, en fait, il restera cette carte-là. Parce qu'elle n'est pas obligatoire, ça. Le tour des joueurs. Donc comment ça se passe? De la même façon qu'on a pioché les cartes, on l'a fait en même temps, le tour des joueurs peut se faire en même temps. À savoir qu'il n'y a pas d'ordre de tour, et il n'y a pas de séquence de jeu. Donc je peux très bien avoir mon joueur à gauche qui joue, qui achète une carte, le joueur à droite qui fait une attaque, le joueur à gauche qui fait une attaque, le joueur à droite qui achète une carte. Les tours vont se croiser. Alors, chaque action, séparément pour que ce soit plus simple à suivre, hein, du simultané, ça va pas être utile. Mais par contre, on va croiser le tour. Donc en fait, c'est un tour des joueurs. Les joueurs vont jouer dans l'ordre qu'ils veulent, en coopération. Donc c'est vraiment, je trouve, le point fort du jeu de Shadow Rift, c'est cette façon d'amener la coopération à son maximum, sans avoir de vrais tours de jeu imposés. On avait vu pour ceux qui connaissent Aeon's End, le tour de jeu est aléatoire, il est tiré par des cartes, mais on peut à peu près prévoir ou estimer ce qu'on va pouvoir faire ou ce qui reste comme tour à jouer. Ici, on joue quasiment en même temps et on va essayer de comboter au mieux, de jouer ces cartes au mieux, les placer au mieux dans la séquence pour que ça fasse quelque chose d'intéressant. Alors pourquoi c'est important? Les cartes, évidemment, les cartes qui sont en jeu et qu'on peut acheter, elles vont forcément... elles existent par cette mécanique. Je vais vous donner un exemple, c'est la carte... voilà. La carte Spear Volley, hop ici. Donc cette carte-là, elle fait un dégât de type... fait un dégât à distance, plus 1 si un autre héros a fait des dégâts dans ce tour-ci. Et des dégâts de type distance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si j'ai un autre héros qui a joué par exemple cette carte-là avec 2 prouesses, donc à transformer son attaque de mêlée en attaque à distance, et qu'il l'a fait d'ailleurs sur n'importe quel monstre, je vais pas penser à ça, eh bien, l'autre joueur juste derrière peut jouer cette carte-là, juste derrière ou du moins après, et à ce moment-là il va bénéficier du plus 1. Si jamais on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il fait son attaque en premier, eh bien il va pas bénéficier du plus 1,
Et c'est bien dommage. Donc vous voyez que le jeu va vraiment s'articuler par rapport à cette faculté qu'ont les joueurs de jouer l'un après l'autre dans leur séquence. C'est pas un joueur qui joue toutes ses cartes, même si ça reste possible. C'est pas un joueur qui joue ses cartes, on va optimiser les actions. Est-ce que j'ai un autre exemple? J'ai un autre exemple ou pas? Voilà. Celle-là aussi. Donc celle-là, c'est si vous n'êtes pas le premier joueur à attaquer ce monstre à ce round, vous gagnez une pièce au lieu de gagner une blessure. Donc c'est une attaque de type mêlée. Donc ça veut dire que normalement, une attaque de type mêlée, si j'avais pas ce texte-là, bah, j'attaque et je prends une blessure en échange. Même si j'ai plusieurs cartes d'attaque, je prends une blessure pour la bataille. Grâce à cette carte-là, si jamais il y a un autre héros qui a attaqué, et qui a pu attaquer à distance, donc sans se prendre de blessure, et ben en utilisant cette carte-là, on va faire des dégâts au monstre, et en plus on ne se prendra pas de blessure. Mais en plus on aura une pièce à la place de la blessure. Donc voilà pour ce qui est de l'intérêt de pouvoir intervertir des rôles. Qui est-ce qui attaque en premier, qu'est-ce qui défend, qu'est-ce qui va acheter les cartes, qu'est-ce qui va s'orienter sur la magie, et ainsi de suite. Donc ça revient en fait à ce qu'il y avait au tout début, là, ce que je vous présentais la boîte, c'était pas comme ça pour le plaisir, c'est qu'on peut essayer de faire des rôles dans le jeu d'un des joueurs qui peut éventuellement faire le guerrier, qui va attaquer, qui va prendre des cartes d'attaque, et l'autre qui va faire du support, qui va faire plus de la magie, pour optimiser les coups. Voilà, donc les joueurs vont faire leur tour de jeu, ils vont jouer les cartes et en acquérir. Donc les cartes qu'on gagne, qu'on achète plutôt, on les met dans notre défausse. Et les cartes qu'on utilise, on les met devant soi, et ça s'arrête là. La dernière phase du tour de jeu, c'est la phase de clean-up qui consiste à dire les cartes qu'on a jouées, elles vont dans notre défausse, et ça s'arrête là. Puisque après, le tour de jeu recommence par la pioche, donc on pioche 5 cartes, chaque joueur pioche 5 cartes, et c'est reparti pour un tour, les monstres vont avancer, le village va changer on va changer les personnes qui sont dans le village à ce moment-là, et les visiteurs vont changer aussi. Donc voilà, c'était l'explication des règles de Shadow Rift. Donc, je vais faire 2-3 tours de jeu, et j'arrêterai la vidéo après ces 2-3 tours de jeu. Et ensuite, je referai peut-être une vidéo d'une partie complète. Donc, on va commencer, on a fait tout ce qu'il fallait jusqu'à cette étape numéro 7. Donc les joueurs vont pouvoir commencer à jouer. La chose qui est super importante dans Shadow Rift, et que j'oublie systématiquement, mais là je viens d'y penser, c'est qu'il faut vraiment penser aux villageois comme des supports pour nos héros. Donc là, si je vais prendre les cartes dans l'ordre en vous les montrant, on a la marchande qui nous permet de réduire le coût d'un voyageur de 2 prouesses. Donc par exemple ici, ce prince-là, voyageur, qui est super intéressant, il nous permet de piocher 3 cartes si on l'a en jeu ici. Il coûte que 5 pièces d'or. Bon, ça coûte déjà trop cher par rapport à ce qu'on a comme pièces d'or actuellement, mais vous voyez qu'on n'aurait pas besoin de payer les 2 prouesses grâce à la marchande. Si j'avais envie d'utiliser la carte de la marchande, j'utilise son action et je la mets dans la carte de défausse de la ville. C'est comme ça que ça se passe. Donc là, par contre, à ce tour-ci, puisque le tour des monstres est passé, on n'a aucune crainte à avoir sur le fait qu'il n'y ait plus de villageois dans la ville. C'est uniquement à la fin du tour des monstres, donc quand on a ajouté les monstres, qu'on vérifie qu'on a encore au moins un villageois dans les 5 zones qui sont ici. Donc cette carte-là, je ne peux pas trop l'utiliser. Le garde, je le rappelle, c'est que ça nous permet de bloquer de sacrifier pour un villageois ou pour un mur, hein, c'est plutôt que de faire détruire un mur, le garde se sacrifie. Le bûcheron, il nous permet d'utiliser 2 prouesses ou 1 pièce d'or. Par contre, il ne nous permet pas de le faire pour acheter une autre carte. Donc par contre, il va nous permettre de le faire, par exemple, pour quand j'utilise une carte de type attaque, pour le coup qui est indiqué ici. Parce que là, pour le coup, c'est pas un achat. Alors je dis ça, c'est pas une règle générale sur toutes les cartes, hein, c'est que lui, c'est indiqué que les ressources gagnées par le bûcheron ne peuvent pas être utilisées pour faire un achat. Donc de la même façon que la marchande, hein, si j'ai envie d'utiliser cette capacité-là, je défausse et j'utilise la capacité.
Le petit garçon, il est utile que pour contrer une capacité d'un monstre, qui est la capacité d'annihilation, qui nous fait perdre la partie. Et enfin le maire qui nous permet de jouer une carte supplémentaire de type héroïque, donc qui ne sera pas forcément utile ici, parce qu'on n'a aucun dragon à attaquer. Alors, puisque c'est ça, on va commencer par... Eh ben, je vais commencer différemment des autres fois, je crois. Donc, le joueur qui ici... Bon, là, pour le coup, vu qu'on fait que de l'achat, on peut faire chaque joueur l'un après l'autre. Pour moi, ça c'est facile. Il n'y a pas d'intérêt spécial. On peut même presque le faire en simultané, tant qu'on fait pas d'attaque, finalement. Donc là, le joueur ici, il va faire ses 4 cartes. L'attaque, elle ne lui sert à rien pour l'instant. Il n'y a personne à attaquer. Donc j'ai un petit porte-monnaie de 4 points de prouesse que je vais utiliser pour faire ça, justement. Pour récupérer cette carte-là. Spire volée. Donc je la mets, cette carte-là, elle va dans ma défausse. J'ai plus de cartes à jouer dans mon rack. Donc, lui, il a terminé. Je fais le tour de l'autre. Donc lui, il a que 3 cartes prouesse, parce que les 2 autres attaques ne lui servent pas à grand-chose. Donc ça ne lui sert à rien. Il a 3 prouesses, et il va aller acheter... Donc une carte, et une prouesse que je vais perdre pour rien. Mais on va prendre une carte de type Might. Donc toutes les cartes vont dans la défausse. Ici, ça veut dire que j'ai terminé le tour des héros. Le clean-up, c'est quand on met toutes les cartes dans la défausse, de toute façon. Et on passe au début du tour où on pioche des cartes. Donc là, vu qu'on avait 10 cartes au départ, on en repioche. Là, ici, pour mon joueur 5. Et on va avoir la fameuse exploration. Hop. Donc maintenant que mes 2 joueurs ont leur main de 5 cartes, on vide la ville, qu'on n'a pas vraiment utilisé à ce tour-ci, mais qu'on aurait pu, et on met 5 cartes. Donc là on n'a rien à craindre, c'est que des villageois de bonne famille, entre guillemets. Donc ici, qu'est-ce qu'on a dans notre village? Je vais faire d'abord les voyageurs. Donc les voyageurs, c'est pareil. Lui, le voyageur, enfin c'est pareil, presque. On le place en dessous du paquet des voyageurs, et on en tire 2 nouveaux. Donc ici, on a le creuseur de tombes, et on a également un voleur, qui lui va directement dans la défausse du village. Avant de faire les monstres... Ouais, non, je peux les faire tout de suite. Donc les monstres, il n'y a aucun en jeu, donc il n'y en a aucun qui se déplace. Le pouvoir des monstres, donc il n'y a pas de carte ici, donc on augmente de 1 par joueur, donc de 2. On est à 4 points de pouvoir pour les monstres. Il est toujours à 7, donc il n'apparaît pas en jeu encore. Et je pense qu'il n'apparaîtra pas, celui-là. On va faire en sorte de le dégager. Donc on n'ajoute pas de monstres, on arrive au tour des héros, et on va pouvoir rejouer. Donc vous voyez que c'est assez rapide, le refresh est assez rapide. Le petit bémol peut-être du jeu, c'est que on a que 10 cartes au départ. C'est-à-dire qu'au prochain tour de refresh, je vais devoir battre le jeu de cartes du deck de village. Nous, on a 10 cartes aussi, donc on va vite rebattre les cartes. Donc ça fait un peu de mélange de cartes, surtout quand on joue en solo. Quand on joue chacun son deck, on doit pouvoir s'arranger, on n'a pas tant de cartes que ça à mélanger. L'action, donc, je vais vous présenter les différents villageois qu'on a en ce moment. On a le forgeron. Donc le forgeron, comme aide, il nous fournit quoi comme aide? On peut lui payer une pièce, et quand on attaque, on fait plus 1 de dégâts, quand il nous aide. Le garde, bon, on a déjà vu le garde ce qu'il faisait. Comment on appelle ça? Le maçon. Il nous permet de réduire le coût d'un mur de 2 pièces d'or, avec un minimum de 0. Donc ça veut dire que par exemple ce mur, cette barrière magique, au lieu de nous coûter 2 magies, 2 or et 2 prouesses, ça va nous coûter que 2 magies et 2 prouesses. Si jamais on avait eu une carte nous permettant de baisser en plus le coût des prouesses, ça devenait intéressant. Et enfin, le garde, comme on a vu tout à l'heure.
Donc là, on a vu en 2 passes, on a vu les 10 villageois qu'on avait à disposition. Évidemment, dans le tas des voyageurs, il y a d'autres villageois qui sont plus chers, parce qu'ils ne sont pas là par défaut, mais qui sont très intéressants aussi. Donc nos joueurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? On n'a toujours pas de monstres à combattre, par contre on a les cartes exploration de chaque côté à utiliser. Donc la carte exploration, on a vu qu'elle avait deux possibilités. Donc celle qui est gratuite, qu'on peut faire systématiquement, c'est de vérifier la carte du dessus du deck des voyageurs, pour savoir justement, pour éviter d'avoir encore une carte avec un couteau. Et en plus on peut payer une pièce, si on en a une, pour pouvoir mettre le monstre qui est au-dessus du deck en dessous. Et éventuellement c'est ce qu'on pourrait faire, parce qu'au prochain tour de jeu, alors on a une chance de récupérer la carte export encore, parce qu'on va mélanger notre deck de cartes, mais c'est pas sûr. Et au prochain tour de jeu, on risque de faire apparaître le dragon. Donc on va essayer de le faire, le dragon qui est à 7 points ici, on va essayer de le bananer et de le faire retourner en dessous son deck. Pour ça, il faut récupérer une pièce d'or aussi. Donc, ce que je vais faire à ce tour-ci, c'est que mon joueur qui est à droite... Alors les pièces d'or, elles peuvent se passer d'un joueur à l'autre sans problème. On ne peut pas passer de cartes de type prouesse, ou de cartes qui ont des symboles d'or, mais les pièces d'or, on peut les passer. Donc ici, mon joueur à gauche, il va prendre une carte de type Might. Et une carte prouesse qui ne sert à rien du tout. Et il va faire quand même une action d'exploration, on ne sait jamais. Donc l'action d'exploration, sans payer la pièce, qui nous permet de regarder le voyageur qui est au-dessus. Voilà, c'est un boulanger, on va le laisser là, il est très bien. On va pas le mettre en dessous. Donc lui, il a rajouté toutes ses cartes. L'attaque, ça sert à rien pour l'instant. Mon joueur qui se trouve de l'autre côté ici. Donc lui, par contre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser 2 cartes de type prouesse pour acheter une pièce. Et d'ailleurs, il va faire la même chose avec les 2 autres cartes, parce qu'on n'a rien qui coûte seulement 2 prouesses. Donc, ah si, les might. Ah, on peut essayer de faire ça. Oui, il va acheter une carte de type might. Hop. Et enfin, il va faire l'action d'explore, donc il va pas faire la première partie qui consiste à voir le premier voyageur, parce qu'on le connaît, et ça ne nous intéresse pas de le mettre en dessous. Par contre, il va payer une pièce pour faire l'action qui est indiquée, à savoir mettre la carte qui est au-dessus du paquet de monstres en dessous. Donc le gros monstre qui était à 10 points de vie, 3 points de pouvoir, alors qu'il nous aurait rapporté de l'héroïsme si on l'avait battu, hein. Mais donc lui, il allait tuer un mec avec un livre bleu, il allait casser un mur, ou faire une chasse du coup. Et son troisième effet, c'était que chaque héros défaussait 2 cartes ou prenait une brûlure. Donc c'était pas sympa celui-là. Et ben on le place en dessous du deck. Hop. Donc on révèle celui qui est le suivant, et là on révèle quoi? Le Shadow Rift. Et le Shadow Rift, il va venir directement en jeu au tour d'ajout des monstres, dans le prochain tour. Il vient pas tout de suite. Donc l'exploration, c'est terminé. Le clean-up, il est fait, tout est dans la défausse, maintenant toutes nos cartes sont en défausse de chaque côté. On arrive, on refait un nouveau tour, et on commence par la pioche. Donc, vu qu'on va piocher, qu'on n'a plus de cartes, on mélange notre défausse, ça va recomposer notre deck. Et on pioche 5 cartes. Donc ça, c'est le deck du joueur 1, il a récupéré la carte qu'il a achetée, et il y a encore la carte d'exploration. Donc ça peut être très pratique, parce que du coup on va sûrement révéler un nouveau dragon, donc on aura peut-être l'occasion de le faire disparaître, ou pas. Et pour le joueur numéro 2, donc là c'est assez long, puisque je vous explique le jeu en même temps, mais vous voyez que le jeu, une fois que vous connaissez les différentes cartes, ce qu'on peut faire, bah, il est super facile, super rapide, comme n'importe quel jeu de deck building, et il offre quand même pas mal de possibilités, pas mal de choix. Et, alors, je suis peut-être une buse en jeu, un jeu de cartes et en deck building, mais il est pas facile. Enfin, moi je le trouve pas facile du tout. Je n'ai pas encore trouvé la technique
le bon moteur pour gagner, pour remporter la partie. Ça joue pas à grand chose, mais c'est pas encore ça. Donc, le deck du joueur 2, il est là, beaucoup de prouesses et une petite attaque. Alors, on a fait la pioche, on refresh la ville. Donc là, j'espère que j'ai bien mélangé, parce que vous avez vu que là, dans le tour, on avait pas mal de gardes en même temps, ça veut dire que... Ça, c'est le problème des deck building, c'est que selon le mélange qu'on fait, et selon qu'on soit bon ou pas à mélanger les cartes, et que ça soit assez bien réparti, bah, parfois ça peut être déséquilibré, donc on peut se retrouver avec un tour de jeu où on n'aura que des gardes, qui nous serviront pas trop, ou un tour de jeu où il n'y aura aucun garde et ils ne pourront pas protéger les villageois. Donc ça, c'est inhérent au jeu de type deck building. Ah, j'ai oublié les cartes. En plus dommage, il y avait l'assassin. Alors l'assassin, ce qui est pas mal, c'est que quand il apparaît dans la ville, avec et qu'il y a un garde aussi qui apparaît en même temps, et ben l'assassin repart chez les voyageurs. Il ne peut pas agir dans son tour. Enfin, il n'a pas d'effet néfaste. Donc, le bûcheron, un garde, le maire, un garde, et encore un garde. Donc on n'a pas les perturbateurs avec nous. On fait un refresh sur les voyageurs. Une fameux boulanger et un hérétique qui arrive en ville, mais qui arrive dans la défausse, pour l'instant. Donc du coup, pas trop de choix non plus ici. Alors, il n'est pas trop cher, celui-là, le boulanger. Le boulanger, c'est sympa parce que chaque héros peut soigner une blessure qu'il a en main. Donc si on a des blessures, et qu'elles sont dans notre main qu'on a tirées, on peut la remettre dans le tas de blessures du plateau. Donc il est intéressant à avoir comme personnage, il n'est pas trop cher. Il n'est pas trop cher. À deux, on peut se combiner pour essayer de le récupérer. Alors, ensuite les monstres. Donc il n'y a toujours pas de monstres en jeu, il n'y a rien qui se passe. De gain de pouvoir. Donc gain de pouvoir, on augmente de 2. 1, 2, donc on en a 6 en pouvoir là-haut. Et on compare la carte. Donc le Shadow Rift, vous voyez qu'il a un niveau de pouvoir à 0. Donc lui, il arrive tout de suite dans la zone de pouvoir ici. Alors il n'a pas d'effet permanent, ce qui est le cas des cartes, hop, j'en ai ici. Il n'y a pas d'effet permanent sur le Shadow Rift. Hein. Par contre, il va augmenter de 1 le pouvoir à chaque tour quand même. Donc je le mets ici. Je retourne la carte suivante. Et là, on a un dragon par contre qui va pouvoir entrer en jeu, puisqu'il y a 6 comme coup de pouvoir. Et il y a 6 justement. Donc on vide la jauge de pouvoir, elle retombe à 0. Et le premier monstre arrive dans la zone de départ. À partir du moment où les monstres sont dans la zone de départ et sur une des 3 zones ici, on peut les attaquer. Mais ça veut dire également qu'ils ont leur pouvoir permanent qui est activé. Ici, le premier héros qui attaque à chaque tour, parce que c'est tant que le monstre est là, ça va se cumuler avec les effets des autres monstres, donc le premier héros qui va attaquer à chaque tour de jeu va se prendre une brûlure. Donc on est prévenu, le premier qui y va, il va prendre des brûlures. Donc il va falloir se préparer à ça. Donc évidemment, c'est tant qu'il est en jeu, donc plus vite on le supprimera, et mieux ce sera pour nous. Puisqu'on a ajouté le monstre... Ah oui, on retourne à la carte suivante. C'est un monstre avec un pouvoir de 6 aussi, donc il ne va pas s'activer tout de suite. Par contre, au prochain tour de jeu, on va augmenter de 3 le pouvoir, hein, 2 par héros, plus 1 pour la carte Shadow Rift, qu'on n'a pas encore scellée. Et donc en 2 tours, le prochain risque d'arriver. Autour des héros. Donc ici, on va peut-être pouvoir commencer à faire des dégâts, ou à se préparer à prendre des brûlures, ou à sceller le portail. Ici, la carte qu'on a ici... Ben voilà, je vais faire l'exemple. C'est formidable. On va faire un exemple de coopération pour aller mettre des dégâts sur le monstre. Ici, j'ai en plus avec l'utilisation d'un villageois. Donc, on suit bien ce qu'on fait. Ici, le bûcheron me permet d'utiliser 2 ou une pièce d'or, mais pas pour faire un achat. Donc ça, par exemple,
il pourrait me servir pour faire l'action d'exploration, pour envoyer le monstre au fin fond. Mais là, je vais l'utiliser pour faire pour prendre les 2 prouesses qu'on a ici. Voilà. On peut l'utiliser pour 2 prouesses. Donc je mets dans la défausse de la ville, je gagne 2 prouesses, et mon joueur qui se trouve à droite, là, fait une attaque de type mêlée, mais avec l'option des 2 prouesses qui transforme son attaque de type mêlée en type attaque à distance. Donc il fait 1 point de dégâts symbolisé par un petit pion rouge comme ça, sur le monstre, en type attaque à distance. Ensuite, mon joueur qui se trouve à gauche, il dit « Ah, mais t'as fait une attaque à distance, mais c'est bien. Moi, je vais utiliser ma super attaque héroïque, qui fait une attaque à distance, et qui fait plus 1 dégât, si un autre héros a fait des dégâts de type distance dans ce tour. » Ce qui est le cas, donc je vais faire un dégât au lieu de faire un seul point de dégâts, j'en fais 2. Je peux en plus mettre une prouesse avec, ce que je vais faire, pour piocher une carte supplémentaire. Donc, je joue ma carte, j'y ajoute une prouesse, je fais 2 dégâts sur le dragon, qui en a 3 sur 8, et je peux tirer une carte en plus, et c'est une carte de type attaque. Alors, je pourrais en profiter pour faire 1 dégât de plus en dépensant 2 prouesses, mais je vais pas le faire. Ou peut-être que si, d'ailleurs. Si, je vais le faire quand même. J'utilise 2 prouesses pour transformer cette attaque ici en attaque à distance également. Comme ça, je prends pas de blessure. Et je lui mets donc 1 dégât supplémentaire. Alors par contre, j'ai oublié évidemment, le premier héros qui est attaqué, c'est mon joueur à droite. Et donc dans son deck, dans sa défausse, il récupère une brûlure. Hein. On peut faire attention de ne pas oublier ce genre d'effet par contre. Donc dans la défausse, il aura une brûlure. Donc on avait commis la moitié de ses points de vie en dégâts au dragon. Mon joueur à droite va dépenser 4 prouesses pour récupérer. Alors pour récupérer cette carte-là déjà, qui est un sort de type guérison. Ça nous permettra de dégager les premières blessures rapidement, éventuellement. Et en plus, en dépensant un point de magie, de piocher les cartes en plus. Donc ça peut être utile dans le cours du jeu, sachant qu'on aura besoin de magie de toute façon pour activer le sceau. Donc avant d'acheter le sceau, on va acheter une carte qui peut être utile tant qu'on n'a pas encore le sceau ici. Donc ça, c'est utilisé. Les 4 cartes prouesses utilisées, c'est fait. J'ai mon joueur à gauche à qui reste l'exploration. D'ailleurs, on n'a pas été acheter le boulanger, on aurait pu. Mais on l'a pas fait. Tant pis. Ouais, il y a souvent comme ça, et parfois j'ai... Vous voyez qu'on a quand même pas mal de choix. J'aurais pu aussi essayer d'acheter le boulanger pour le faire venir dans la ville. Je l'ai pas fait. Tant pis. Donc j'utilise l'exploration sans la pièce supplémentaire pour vérifier, bah voilà. Là, le prochain qui rentrera en jeu comme voyageur, c'est l'exploratrice, qui permet justement, en aide, hein, c'est-à-dire que je mets cette carte-là dans la défausse du village, de placer le monstre qui est au-dessus du deck, en dessous. Donc elle, on va pas la remettre en dessous, on va la garder, elle est utile. Donc mes 2 joueurs ont joué leurs cartes, on fait le clean-up, c'est-à-dire que tout va dans la défausse, et on fait un nouveau tour de jeu avec la pioche des cartes, donc de 5 cartes pour chaque joueur. Donc ici, je tire une carte de type Might, donc je vais piocher une autre carte en plus de celle-là. Donc je la pioche, c'est une carte de type prouesse. Donc j'en suis à 1, 2, 3, il me reste 2 cartes à piocher, 4, 5. Donc du coup, mon joueur 1, il se retrouve avec une main de 6 cartes, hein, puisque celle-là lui a fait piocher une carte supplémentaire. Je vais essayer d'avoir la même chose pour l'autre joueur. Donc 1, 2,
3, une carte might, donc j'en tire une de plus. 4, une carte might, donc j'en tire une de plus. Et 5, voilà. Et là, par contre, mon joueur 2, grâce aux 2 cartes might qu'il a piochées, bah, il se retrouve avec une main de 7 cartes au lieu de 5. D'où l'intérêt des cartes might, même si celles-là vont repartir, on les a compté 2 prouesses, mais elles vont repartir ici et elles n'iront pas dans notre défausse une fois qu'on les aura jouées. La pioche est faite. Refresh de la ville, donc. Tout le monde part ici. Alors par contre, ça risque d'être risqué pour les suivants, parce qu'il y a eu beaucoup de gardes qui sont passés. Il n'y a que 4 gardes dans la ville au départ. Donc, 1, on a le backstabber. 2, heureusement il y a un garde. Le petit enfant, la marchande et le forgeron. Donc ici, le backstabber, c'est marqué que quand la ville est révélée, donc quand on la pose ici, s'il y a un garde en jeu, ce qui est le cas ici, le petit symbole du garde hein, qui se trouve ici sur la carte. Hop, on va faire les 2 cartes. Eh bien, on remet le backstabber à la fin de la pile de voyageurs. Donc hop, il repart tout de suite ici. Il n'aura pas eu le temps de faire son effet néfaste. Sinon, s'il n'y avait pas eu de garde, c'est marqué sur la carte ici, un héros récupère une blessure ou un corps est ajouté, donc un corps, un type corps, un cadavre, est ajouté dans la défausse de la ville. Donc c'est, entre parenthèses, ce que j'aime beaucoup aussi dans le jeu, c'est qu'il est très thématique. C'est-à-dire que les mécaniques qui sont dedans sont comme assez proches de ce que ça fait. C'est-à-dire que là, on a un assassin. Si jamais il n'y a pas de garde, s'il y a un garde, bah, il se barre parce qu'il voit qu'il est surveillé. S'il n'y a pas de garde, soit il y a un héros qui prend une blessure, soit il a tué quelqu'un en ville, alors qu'il n'était pas forcément sur le jeu, mais il y a un corps en plus dans la ville. Donc c'est assez sympa. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Donc on a rafraîchi ça. On rafraîchit les visiteurs aussi. Voyageurs. On a notre exploratrice qui est accompagnée d'une sorcière. Donc la sorcière, elle nous permet de gagner un point de type ressources magiques. Ça peut être utile pour les sorts de type saut. Il ne faut pas négliger. On a rafraîchi donc les voyageurs. L'action des monstres. Donc là, on a un monstre qui est ici. Il n'y en a pas d'autre après. Donc il se déplace. Il se déplace, hop, sur l'étape 1. Et il fait agir sa première étape qui est de tuer. Donc ici, il a une sorte de pain à côté. Donc il vise, le dragon va attaquer l'enfant. Coup de chance pour nous, il y a un garde en ville qui se sacrifie pour l'enfant. Donc qu'est-ce qui se passe? Le garde, on met sa carte en dessous le deck de voyageurs. Ça veut dire que quand il arrivera, on pourra le recruter pour une pièce d'or et le remettre dans le deck de la ville. Et on remplace l'endroit où il se trouvait par un corps. Puisque c'est un cadavre de garde qu'on a, mais il a sauvé l'enfant. Et voilà comment ça va se passer, les corps. Les corps dans la ville. Gain de pouvoir. Donc là, le tour du monstre, c'est assez simple. Il n'y en a qu'un pour l'instant, c'est assez simple. Gain de pouvoir. On augmente de 2 pour les joueurs, et plus 1 à cause du Shadow Rift. Il y a un symbole de pouvoir ici, donc de 3. Ajout de monstre, le monstre suivant, il a une valeur de 6 en pouvoir, donc il ne rentre pas encore en jeu. Et enfin, on passe au tour des joueurs, qui, avec plein de cartes de type prouesse, vont peut-être pouvoir faire des achats intéressants, ou même encore attaquer potentiellement le monstre et lui faire des dégâts. Mais pas forcément beaucoup par contre. Alors, on a le forgeron, mais ça ne sera pas assez à mon avis. Parce qu'au maximum, on va faire 1 dégât, 2 dégâts, plus 1 avec le forgeron. Donc c'est pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire. Tout ça pour une blessure en plus. Alors. On va s'occuper déjà, on va essayer de récupérer un sceau. Donc je vais faire récupérer par celui qui a le plus de cartes prouesse. Donc il va dépenser ses 2 might et 2 prouesses. Donc les 2 cartes might, elles sont à utilisation unique. Elles retournent dans le deck de might qu'on pourra acheter encore.
de prouesse utilisées, et on récupère un saut qui va nous permettre de fermer un Shadow Rift. Ensuite. Ici, on va faire le joueur qui est à gauche, il fait une attaque de type mêlée, et il l'a fait en mettant deux... Est-ce qu'il le fait ou il se prend une blessure? Ouais, il va le faire en se prenant à distance. Donc il utilise deux cartes, une carte de might et une carte de prouesse. Qui fait que c'est une attaque à distance, donc on fait un dégât de plus au monstre. C'est pas encore beaucoup. Et du coup, j'ai pas profité du +1 contre une pièce. Parce que j'ai envie d'utiliser les cartes prouesse. Et ensuite, il achète contre 3 cartes prouesse. Il achète. Il achète Frenzy. Donc il coûte 3 prouesses. Donc la carte Frenzy, ça permet de quoi? Ça permet d'une fois par round de défausser une blessure qu'on aurait dans notre main. Et quand on attaque. Et si on le fait, donc si on arrive à défausser une blessure quand on attaque, et ben on ne prend pas de blessure pour la bataille, quel que soit le nombre de cartes mêlées. Et au contraire, on fait +1 en dégâts. Et en plus, on peut entretenir cette carte pour la conserver en jeu d'un tour sur l'autre. Au départ, je voulais prendre une carte de type magie, je ne l'ai pas fait, je sais pas pourquoi. Donc ça, c'est joué de ce côté-là. Ici... Alors par contre, lui, il va se récupérer une brûlure dans la défausse. Il se récupère une brûlure dans la défausse. Et lui, est-ce qu'il fait une attaque, il se récupère une blessure? Ouais. Lui, il va faire son attaque de mêlée, il a plus de prouesse, il a plus assez de prouesse. Il a plus assez de prouesse pour faire autre chose, donc il va se prendre une blessure, une round, dans sa défausse. Par contre, il fait un dégât de plus au monstre. Donc le monstre, il a 6 dégâts pour le moment. Ici, je ne sais pas s'il me sert à rien. Je peux faire l'action d'exploration pour checker ça. C'est un maître d'armes, je peux le laisser là. Donc fin du tour des héros, on arrive au clean-up, tout est dans la défausse, et le prochain tour, c'est repiocher les cartes pour reconstituer sa main. Donc je vais arrêter la vidéo d'explication des règles et des tours de jeu maintenant. Je pense que vous avez un bon aperçu du jeu. Le jeu est pas facile. Vous allez voir que ici le monstre il a quand même pris pas mal de dégâts, mais il va quand même faire son effet numéro 2. Je pense qu'on pourra l'interrompre pour l'effet numéro 3. Sans souci. Mais c'est vraiment pas facile. Là on a un Shadow Rift qui est arrivé tout de suite. Donc si on arrive à le fermer c'est bien. Ça évitera qu'il y ait un pouvoir en trop. Mais on sait très bien que le deuxième Shadow Rift, il faudra qu'on ait passé 10 monstres. Donc qu'ils soient soit recyclés, soit qu'ils soient passés ici, et qu'on les ait tués, ou qu'ils soient passés en zone de pouvoir, pour espérer en voir un deuxième. Et encore, c'est pas dit qu'il arrive dans les premières cartes. Donc le Shadow Rift, il va pas arriver, le deuxième, il va pas arriver rapidement. Alors ce qui peut être bien, c'est qu'à partir du moment où on en a un qui est en jeu, on peut très bien le sceller assez rapidement si on pioche une carte. Et en plus notre deck est assez petit, donc on va vite revenir dessus. Et après on aura largement le temps de se dire on peut grossir ces héros pour faire de l'attaque plutôt, et pour récupérer des cartes qui vont nous permettre de patienter jusqu'au second Shadow Rift, voire construire des murs et des barrières magiques. Donc voilà, je vais vous présenter, avant de nous quitter, la boîte de Shadow Rift. Donc j'ai Shadow Rift avec toutes les extensions existantes. À savoir, il y a 3 extensions. Il y a 2 nouvelles extensions qui sont sorties après la V2. Ça, c'est la V2 du jeu. La V1 n'avait pas de plateau de jeu. Donc je ne vous conseille pas de prendre la V1 forcément. Je trouve qu'il y a tellement de cartes qu'un plateau, c'est quand même super agréable. Ici, vous avez les différentes factions contre qui on peut se battre. Donc on a les dragons qu'on a vus.
Mais il y a encore toutes celles-là. Les Stormlords, les Nécromanciens, les Glaciens, les Démons, les Drow, les Elfes Noirs, Arrowwood, je sais pas ce que c'est, les Lycanthropes, Venom Brood, ceux des araignées, et des morts-vivants. Ici, c'est l'extension Arc Friend. Je crois que c'est un système de boss, donc il va changer en fait la façon de jouer. Donc là, on aura des cartes de boss carrément qui seront présentes. Mais je ne l'ai pas encore regardé. Ici, on a les randomizers pour gérer si on veut faire une partie en aléatoire pour tout ce qui est cartes à acheter. Et après, on a les cartes d'action, les cartes de loot et ainsi de suite, les villageois. Donc il y a des cartes en plus de villageois, des skills en plus, sans souci. Donc il y a des séparateurs pour les cartes dans la boîte, donc c'est assez bien rangé, c'est bien pratique. Donc sur ce, je vous dis au revoir, je vous présente la boîte de Shadow Rift, un excellent deck building, très intéressant, pas facile, et moi qui me plaît bien, le setup se fait assez rapidement, malgré le nombre de cartes. Le tour de jeu est simple, et on se concentre vraiment sur le jeu et sur la possibilité de réussir à battre ces dragons et de fermer les rifts. À une prochaine, ciao ciao, bye bye. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur les vidéos pour savoir si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si la voix est correcte, si l'image est correcte, si vous avez envie de voir d'autres vidéos et lesquelles éventuellement. A plus, à une prochaine, jouez bien et bon week-end puisqu'on est un vendredi soir. Ciao.